Bonsoir à toutes et à tous. Merci Michel pour cette introduction. Je préfère être là que chez BFM, même si je vais retourner tout à l'heure. Mais bon, c'est plus sympa d'être ici quand même parmi vous. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Oui, merci de me proposer cette petite virgule. On va essayer de clôturer, faire le lien aussi avec tout ce que vous avez pu capturer, essentialiser au cours de la journée. Et j'ai essayé de résumer ça en trois éléments, trois petites slides que je vais essayer de vous commenter et partager avec vous. Alors, attention, tac. Le premier élément que j'ai mis, c'est votre royaume est convoité, le défendre, il le faut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à un moment assez exceptionnel dans le monde de la distribution et du commerce. C'est que subitement, ces données qui existent depuis des dizaines d'années, que sont les passages caisses, le trafic, la typologie de produits achetés, les paniers, qu'on a toujours collecté dans le monde de la distribution. Chez Cora, ça existait, bien sûr, c'est Damar aussi. Mais chez tous les retailers, ça fait longtemps qu'on triture des données et finalement, on n'en a pas fait grand-chose. Pour plein de raisons, des raisons technologiques, des raisons économiques, des raisons aussi de sens, de vision, mais néanmoins, on les a toujours triturées et puis ça n'a jamais rien transformé. Et là, subitement, on est en train de se rendre compte que cette donnée, ça devient une valeur ultime. Alors, on a beaucoup parlé de valeurs qui se transformaient en commerce, bien sûr, pour vous, pour faire plus de trafic, bien sûr, pour mieux connaître ses clients, pour mieux les fidéliser. Mais il y a un élément, c'est qu'aujourd'hui, cette valeur, cette donnée, ces points de contact sont extrêmement convoités par d'autres acteurs dans l'univers. Pour des raisons très très simples, c'est que finalement, aujourd'hui, il y a de moins en moins de points de collecte de connaissances de la donnée client. C'est de plus en plus compliqué. Vous savez que les cookies vont disparaître, même les Google, les Meta, les Amazon sont en permanence. Amazon, c'est un peu différent. Mais en tous les cas, les Google, les Meta, les grandes régies publicitaires sont à la recherche de points d'éléments qui vont permettre de nourrir leur modèle pour arriver à mieux comprendre comment les consommateurs réagissent. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, on arrive à un moment exceptionnel où les retailers, les commerçants possèdent ces points de contact, ils les triturent depuis des années, charge à eux de les transformer. Le premier enseignement, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le commerce est bien sûr un travail dans lequel on va acheter, vendre des produits, fidéliser, créer du trafic, mais ça va devenir aussi un lieu dans lequel on va être obligé de se mettre en mouvement pour valoriser toute la donnée, toutes les datas que l'on gère pour arriver à les échanger. Je peux vous garantir, pour l'avoir vu, pour ceux qui étaient à la NRF, on en a eu déjà quelques exemples, il y a de grandes discussions avec des immenses retailers internationaux et des très grandes boîtes, en particulier les GAFA, pour se dire, bon, attends, est-ce que tu pourrais pas m'aider un tout petit peu à mieux comprendre ce qui se passe dans mon univers digital, parce que toi, tu connais les clients qu'aujourd'hui, je connais de moins en moins. Voilà le premier enseignement. Le deuxième enseignement, tac, voilà. On a mis l'imagination, notre imagination ne rencontre plus de limites. Alors, j'ai essayé de trouver une autre formule et pourquoi est-ce qu'on a pris une image qui est un petit peu spatiale ou voire intergalactique? C'est simplement pour expliquer que les bornes de l'impossibilité sont en train de reculer de plus en plus. Ça veut dire que ce qui était impossible avant devient tout à fait possible. Et dans cette journée, on l'a vu, parce qu'on a parlé d'open source, parce qu'on a parlé d'efficience, on a parlé de rentabilité, on a parlé de performance. Eh bien, on se rend compte de plus en plus que finalement, plonger dans nos rêves d'hier, on se disait, mais c'est pas possible, on n'y arrivera pas à converser avec chacun de nos clients en tenant compte de qui il est, de ce qu'il a acheté la semaine dernière, de ce qu'il va acheter la semaine d'après, des gens qu'il connaît, des réseaux sociaux qu'il fréquente. Ça, c'est pas possible. Si on commence à s'y mettre, ça va nous coûter un œil, comme on dit, ou un bras, on fait ce qu'on veut, et en plus, ça va mettre des années à se mettre en place. Au moment où on l'aura mis en place, on sera totalement dépassé, on sera derrière nous. Eh bien, finalement, on s'est rendu compte dans cette journée que finalement, c'est possible. C'est possible, c'est-à-dire que technologiquement, c'est maintenant possible, mais même financièrement, c'est possible. Et même mieux, c'est souvent quand on met en place et on se met en mouvement pour aller vers nos ambitions, nos rêves, on va se rendre compte que non seulement on va faire plus, mieux, mais surtout, ça va coûter moins cher. Et là, on est dans une stratégie absolument extraordinaire qui donne raison au modèle des low cost. Souvent, les journalistes confondent souvent low cost et pas cher, ils n'ont pas compris. Low cost, c'est bien ça. C'est les coûts qui sont pas chers.
En fait, on fabrique des prix pas chers. C'est ça la logique. Eh bien, finalement, on se rend compte que dans une journée comme celle-ci, la data, la technologie mise au service du commerce, eh bien, elle finit par faire quoi? Elle finit par créer de la valeur et faire en sorte une double valeur, une valeur de fidélisation, une valeur de trafic, une valeur de chiffre d'affaires, mais aussi une valeur dans laquelle on va payer moins cher. Donc s'engager, les limites de l'impossibilité sont repoussées aux confins de l'univers. Et puis enfin, le dernier élément, je vois que ça clignote, donc voilà, vers l'infini et au-delà. Voilà. Alors, vers l'infini et au-delà, on va reparler d'imagination. Et là encore, je vais essayer de vous éclairer sur un élément qui m'a frappé. Le marché américain aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous y intéresser, parce qu'il est en train de se dérouler quelque chose de tout à fait exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se rendre compte que finalement, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, pour parler d'Amazon, et qu'ensuite, les vieux dinosaures ne sont pas encore au cimetière des éléphants, puisque Walmart est dans une forme absolument éblouissante. Et quand on y regarde de plus près, au-delà de l'analyse chiffrée du chiffre d'affaires des clients, de ce qui se passe dans l'évolution, par exemple, des clients Prime aux États-Unis. Je vous rappelle que pour la première année, en 2022, Prime a perdu des abonnés. Ce n'est jamais arrivé dans son histoire. Eh bien, on se rend compte qu'un retailer comme Walmart est capable, dans la projection de son métier historique de commerçant, d'arriver à se dire, mais attends, jusqu'où je peux pousser la disruption de mon modèle économique? Jusqu'où je peux pousser ce que je suis pour m'offrir à moi de nouveaux services et offrir à l'écosystème de nouveaux services? Et il crée Walmart Go Local. Je ne sais pas si vous avez vu cette initiative qui est absolument incroyable. C'est Walmart qui se dit, mais attends, j'ai un réseau de magasins de fou, je livre des clients régulièrement tous les jours entre mon magasin et chez lui. Donc je gère finalement une logistique du dernier kilomètre. Cette logistique du dernier kilomètre, elle est très complexe à mettre en œuvre. J'ai mis des années à le faire pour être aussi efficace qu'Amazon qui est venu sur mes plates-bandes. Eh bien, la conséquence de ça, c'est est-ce que finalement, je ne transforme pas ce service que je vends à mes clients dans un service que je vais vendre à l'univers que je fréquente? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Walmart Go Local, c'est une prestation de service de livraison de dernier kilomètre que Walmart commercialise à destination des retailers américains. Donc, vous voyez jusqu'où on va. Et le premier client de Walmart Go Local, ce n'est pas n'importe quel retailer. C'est Home Depot, le numéro 1 du bricolage, et qui décide et qui s'est abonné à ce dispositif. Et aujourd'hui, lorsque vous allez sur le site e-commerce de Home Depot, eh bien, quand on vous livre votre marteau, votre boîte de clous ou bien votre perceuse, eh bien, elle est livrée au travers du dispositif de Walmart Go Local. On voit jusqu'où on peut pousser la disruption. Et puis, vers l'infini et l'au-delà, on réfléchissait à ça avec les équipes et on s'est dit, mais finalement, est-ce que demain, grâce à ces points de contact, que sont tous les points de contact des commerçants, grâce à cette technologie qui devient accessible, efficace, agile, connectée, communicante, grâce à une vision de disruption de notre modèle, est-ce que finalement, demain, la relation ou le dispositif d'échange commercial qui existe entre un retailer et son client, ça ne ressemblera pas à la homepage de Spotify? Est-ce que demain, grâce à cette data, finalement, plutôt que de balader dans des applications dans lesquelles je suis à la découverte en permanence de ce qu'est mon retailer, est-ce que finalement, demain, je n'aurai pas un dispositif dans lequel le premier élément de page, ça sera un élément de découverte de ce que je suis chez lui? Un phénomène totalement inversé, exactement ce que fait Spotify avec nous, en gérant des radios, en gérant des playlists, en gérant finalement nos baisses ventes, nos préférences, nos amis, des échanges en permanence, mais dans une logique dans laquelle on inverse le dispositif, dans lequel c'est plutôt nous, retailers, qui allons vers le client plutôt que le client vient vers nous. Voilà les 3 enseignements. J'ai essayé, ça clignote tout rouge, Michel. T'inquiète pas. J'espère que ça va. Voilà les 3 enseignements issus de cette très très belle journée que je voulais partager avec vous ce soir. Merci Rodolphe. Merci à vous, c'était un plaisir. Il y aura peut-être des questions. Moi, j'en ai quelques-unes d'ailleurs pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit. On ne va pas conclure comme ça. Si vous avez des questions pour Rodolphe sur la base de cette keynote,
Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur Walmart. Et après, je te passerai la parole, JP. Ça pose vraiment une bonne question de où va le retail, finalement. Ce Walmart qui commence à ouvrir des services, qui commence à devenir autre chose qu'un distributeur, qui commence à penser modèle transversal, horizontal, qui commence voilà, qui met justement le client au centre, mais vraiment. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir des retailers devenir des techs, là où des techs sont essayés de devenir des retailers? Alors ça, c'est très, très vrai. Ce que tu dis est tout à fait exact, c'est qu'il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années, Amazon était enclenché dans une course contre la montre, qui était de se dire « je me dois de faire la démonstration que mon modèle existe dans le monde physique ». C'était une obligation, c'est comme une horloge qui court, c'est vraiment une grosse angoisse pour eux. Et Dieu sait s'ils ont tout fait. Hein, je me souviens du communiqué qui devait dire à 3-4 ans, Amazon aura 3500 magasins dans 3-4 ans. Bon, il y en a 28 aujourd'hui. Bon, il y a un petit écart. Et ils en ferment tous les jours. Donc, la logique n'est pas là pour taper sur Amazon du tout. C'est là où tu as tout à fait raison. C'est que si d'un côté, les pure players sont enclenchés dans un dispositif dans lequel ils se doivent de faire la démonstration qu'ils ont une performance aussi efficiente que le commerce physique, de l'autre côté, c'est vrai que le commerce physique doit faire la même chose. Attention, je mets des guillemets, la même chose. Pas la même chose comme on a fait pendant 10 ans, en disant je ne dois évaluer ma performance exclusivement dans le poids du chiffre d'affaires e-commerce de mon business. Je vous rappelle qu'il y a encore 5-6 ans, on prenait la valorisation d'un retailer traditionnel en disant ton chiffre d'affaires dans ton magasin a un multiple de 2, ton chiffre d'affaires en e-commerce, même si ça coûte des blindes et que ça fait les comptes par terre, c'est un multiple de 25 parce que ça c'est l'avenir. Ce temps-là, il est révolu. Non. La logique, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est savoir à quel niveau de vitesse et d'adaptabilité un retailer va pouvoir mettre en place la technologie au service de son modèle. Quand je dis au service de son modèle, si je caricature la chose, on pourrait même se dire qu'on pourrait avoir des modèles de retail dont le modèle exclusif est le zéro techno. Ça pourrait très bien exister en disant, moi, ma promesse, c'est zéro techno. Quand vous arrivez chez moi, je brouille les Wi-Fi, il n'y a plus rien qui marche. Voilà, c'est ma promesse. Mais ça sera quand même une définition qui existera au travers de l'écosystème technologique. Et dans cet écosystème technologique, ça c'est un point qui est en train de se révéler, ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, dans cet écosystème technologique, on n'a pas exclusivement la technologie qui est perceptible, entre guillemets, par le client, celle qui est pilotée dans une relation, j'allais dire, entre la marque et son client, mais il y a aussi toute la technologie embarquée dans les processus métiers. Et celle-ci, cette technologie embarquée dans nos processus métiers, dans le monde du retail, elle est au balbutiement. C'est-à-dire que celle-ci, c'est-à-dire la manière dont on travaille, la manière dont on fait les sélections d'offres, la manière dont on gère la logistique, la manière dont on gère la relation avec un réseau, la manière dont on gère la relation avec nos chefs de rayon, avec les magasiniers, tout ça. Il y a 80% de la digitalisation des process métiers du retail est encore à inventer. C'est intéressant parce que ce matin, Elisabeth Zender d'ADO disait sur la data, la culture data, on va essayer d'auditer le niveau de maturité de nos équipes en matière de data. Finalement, il faut les auditer aussi. Tout à fait. Technologie. JP, tu voulais une question? Je pense que c'est une question qui est assez proche de la tienne. Finalement, les pure players nous démontrent leur incapacité, ou en tout cas c'est un talent d'Achille, à implanter des points de vente. C'est très difficile, oui. Même quand ils en achètent. Ouais. Et justement, la question, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui l'impression que les retailers vont être capables d'aller sur le terrain du pure player en proposant des modèles disruptifs qui font que, quelque part, là où le pure player est en train d'échouer, le retailer, finalement, va être capable d'aller sur ce terrain? Oui, pour une raison très très simple, c'est que la perméabilité est quasi naturelle. C'est-à-dire qu'un retailer traditionnel qui vit sur le carrelage, finalement, la montée en gamme dans un dispositif de digitalisation, elle est vachement plus facile à implémenter que dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans un pure player, et finalement, si on avait retenu un peu, par rapport à ta question, si on avait retenu un petit peu, pour les plus anciens d'entre vous, mais il y a beaucoup de jeunes là, mais pour ceux qui ont connu Télémarket,
Vous vous souvenez de Télémarket? D'accord? C'est le premier, tu te souviens, Télémarket, premier site, etc. Mais l'enseignement de Télémarket, c'est quand ça a été lancé. Les insomnies. Tu te souviens, c'était Télémarket, donc c'est le premier site de e-commerce alimentaire en France qui a été lancé il y a quelques années de ça. Quand ils ont lancé Télémarket, j'y étais. Ce qui était incroyable, c'est que le Graal, c'était de se dire oh, ça va être extraordinaire, on va pouvoir mettre à disposition les offres, ils vont commander, machin, etc. C'était hyper galère de faire sa liste, parce que c'était un enfer total, comme c'est un peu le cas aujourd'hui. Mais en revanche, quand on aura le client, on va l'avoir à vie. C'est extraordinaire. Sauf que la démonstration de Télémarket, c'est tout l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, cette digitalisation très distancielle, très technologique, très technique, elle n'a attiré qu'une clientèle de très versatilité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a tué Télémarket, c'est qu'il y avait zéro fidélité. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de mettre en place un dispositif d'une promotion, de surpromo en permanence pour arriver à gagner leurs clients. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant quand on commence à piloter en pure player, particulièrement dans l'alimentaire, des dispositifs dans lesquels on se lance dans des logiques de fidélisation 100% digitale, parce qu'on ne fidélise rien. Plus on est à distance avec de la tech froide, plus on perd des clients. Moins on les garde longtemps. Voilà, c'est ça le truc. Ben, merci beaucoup. Bon, merci à vous. Hein. C'était un plaisir. Reprendre